Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des rêves éveillés. Je suis Simba, créateur et organisateur professionnel de jeux d'aventure en grandeur nature. Aujourd'hui, pressé par mon entourage, je vais aborder plus tôt que prévu la genèse d'un projet qui m'a mené durant près de 15 ans dans la plus grande folie ludique que j'ai eu la chance de vivre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept de jeu que j'ai développé au-delà de tout bon sens et de toute raison, et que j'avais alors baptisé le jeu de rôle grandeur nature en temps réel. L'heure de l'éveil a enfin sonné. Le sujet étant particulièrement vaste, il y aura nécessairement plusieurs podcasts qui lui seront consacrés. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous parler de réalité alternée en vous racontant les origines de l'éveil. Bienvenue de l'autre côté du miroir. C'est un jeu de rôle en grandeur nature. C'est-à-dire qu'on ne reste pas planté derrière son ordinateur. Les actions, les investigations se font dans la vraie vie. Les rencontres avec les autres joueurs ne se font pas que par messagerie ou par téléphone. Elles se font directement en rencontrant de vrais joueurs. Ministère occulte, restez calme. Nous sommes quelque part à la fin de l'année 1999, à l'aube du XXIe siècle. Cela fait déjà quelques années que je tourmente le concept de jeu de rôle grandeur nature en réalisant un certain nombre de jeux ayant pour objet de découvrir et de baliser les frontières de ce concept de théâtre interactif et de jeu d'aventure qui m'avait pris aux tripes et embarqué dans une passion dont je souhaitais faire ma profession. Alors, comme je me demandais de quelle façon je pourrais explorer de nouveaux sentiers et éprouver mes capacités à créer, mettre en place et encadrer du jeu de rôle en grandeur nature, me vint une idée saugrenue. Et si je prenais le concept même de jeu de rôle grandeur nature et que je le retournais comme un gant, de manière à développer un nouveau concept de jeu d'aventure qui allait permettre à mes joueurs d'éprouver de toutes nouvelles sensations. Pour clarifier quelque peu les bases, le jeu de rôle grandeur nature, c'est un jeu de théâtre interactif dans lequel on interprète un personnage que l'on incarne pleinement en se costumant, en se maquillant et en s'accessoirisant. C'est un jeu où l'on vit un scénario dont on ne connaît au départ que la situation initiale. Le déroulé de l'aventure dépend donc d'une part de l'événementiel programmé par l'équipe d'organisation et d'autre part des conséquences des actions et décisions que nous réalisons à travers notre personnage en interagissant avec les autres joueurs tout autant qu'avec son environnement. Dans un jeu de rôle en grandeur nature, la plupart du temps, on se retrouve très éloigné de la réalité, sauf dans le cas de serious games ou de jeux conçus dans un but de formation ou de travail. Par exemple, l'un des univers imaginaires les plus communs et les plus usités dans le milieu des joueurs de jeux de rôle en grandeur nature, c'est le médiéval fantastique. On retrouve aussi pas mal de jeux dans des univers futuristes, post-apocalyptiques, dystopiques, cyberpunk, ou encore dans un style des années 1930 à la façon d'Agatha Christie. L'idée première étant de décrocher le plus possible de son quotidien, de s'offrir une parenthèse aussi dépaysante qu'un voyage à l'étranger. Le jeu de rôle en grandeur nature s'établit dans un cadre spatio-temporel clairement défini. Les joueurs se rassemblent pour un temps donné. La plupart du temps, il s'agit d'un week-end, ou dans le cadre des séjours que j'organise pour la jeunesse, c'est plutôt une semaine. Et ils se retrouvent sur un terrain clairement défini. Un terrain proprement balisé, bien que certains terrains puissent être immenses. Je me souviens avoir organisé pendant plusieurs années des aventures sur un terrain de plus de 60 hectares. Ça reste tout de même un environnement géographiquement clairement défini. Partant de ce principe, il allait me falloir briser ces dogmes de base de l'activité pour proposer quelque chose de nouveau. C'est ainsi que je me mis à élaborer un jeu dans lequel les joueurs allaient pouvoir interpréter un personnage qui soit
d'une certaine façon, le plus proche possible de ce qu'ils sont dans leur vie réelle et civile. Par exemple, quelqu'un travaillant dans la programmation informatique pourrait aisément devenir un participant au sein d'un groupement d'activistes luttant contre les hautes technologies, les intelligences artificielles et le danger représenté par le progrès opéré dans les technologies d'interface homme-machine. Un col blanc travaillant dans une administration pourrait quant à lui interpréter un corporate en charge de l'administration et du développement d'une entreprise mafieuse. Un travailleur social pourrait quant à lui être membre d'une société secrète de magiciens œuvrant à l'éveil de dieux anciens et oubliés et utilisant son réseau d'action sociale pour recruter de nouveaux membres. Un étudiant en fac de sciences pourrait tout à fait être un chercheur à la solde d'un scientifique fou. Et un livreur de pizza pourrait tout à fait appartenir à un réseau de recel d'objets d'art et d'antiquités. Bref, voici quelques exemples. Concernant la délimitation spatiale de notre jeu, eh bien, peut-être que nous pourrions simplement ne pas en avoir. Le monde pourrait être notre terrain de jeu. Enfin, concernant le cadre temporel, eh bien, peut-être que le joueur s'inscrivant ne saurait pas véritablement quand le jeu allait commencer, ce qui allait me permettre de pouvoir laisser régner le mystère le temps de recruter suffisamment de monde pour remplir l'ensemble de la toile scénaristique que j'avais alors préparée. Et le jeu ne se terminerait qu'une fois l'ensemble du scénario abouti. J'avais donc mon concept de jeu de rôle grandeur nature, il me fallait lui trouver un nom. J'ai alors arrêté mon choix sur le fait que nous appellerions cela le jeu de rôle grandeur nature en temps réel. Très clairement, en tant que créateur de jeux de rôle grandeur nature, j'avais la chance, à ce moment-là, de dynamiser une association qui comptait plus d'une centaine de fanatiques, prêts à accepter à peu près toute proposition ludique, sachant qu'a priori, tout ce que nous pouvions leur servir allait être réalisé avec passion et attention. Très clairement, et avec le recul des années, je peux assumer aujourd'hui le fait qu'une fois de plus, je n'avais en réalité à ce moment-là que peu de maîtrise sur l'ampleur et les conséquences que cela allait entraîner. Cette nouvelle initiative ludique était une nouvelle boîte de Pandore que j'allais ouvrir. L'une des références majeures qui occupait beaucoup de place dans mon esprit en ce temps-là était le film The Game. Dans ce film, nous avons un malheureux participant qui s'inscrit à une activité sans vraiment savoir de quoi il en retourne et qui se retrouve embarqué dans une aventure qui brouille les frontières entre la réalité et la fiction. La différence avec ce film, c'est que dans cette fiction, il y a un joueur pour une centaine d'organisateurs. Dans le cas du jeu de rôle grandeur nature en temps réel, nous étions dans un paradigme diamétralement opposé. Franchement, ni à l'époque, ni dans les années qui ont suivi, cela n'a été un frein pour moi. Bien au contraire, j'ai été excessivement fier de réussir à manager seul une telle aventure. Les secrets pour y arriver dépendent de la manière dont sont tissées les relations et les interactions entre les joueurs et dont la trame scénaristique implique les uns et les autres aux dépens des actions des uns et des autres, créant un système mécanique autodynamisant qu'il me suffisait alors simplement d'encadrer pour que, tant que peut se faire, éviter que la situation ne m'échappe et que le train se retrouve à dévaler dans les plaines hors de ses rails. Concernant le background, la toile de fond, l'histoire du jeu, je n'avais pas l'intention de faire preuve d'une créativité spécifiquement géniale et inventive. Je souhaitais développer un nouveau format de jeu.
Mon intérêt était plutôt porté sur la mécanique, sur la dynamique d'action et d'interaction, plutôt que sur la nature même et la profondeur scénaristique abordée. Si l'activité fonctionnait, j'aurais tout le loisir de créer un univers spécifique dans l'avenir. Pour l'instant, j'allais m'en tenir à des choses simples. Je suis donc allé piocher dans tous les univers d'anticipation et de fiction que je pouvais décemment intégrer à un monde tel qu'il l'était à l'aube du XXIe siècle, crédibilisant ainsi le fait que nous allions participer à une grande aventure sans être costumés en elfe, en magicien ou en chevalier. Alors, dans le grand chaudron du jeu, je suis allé m'inspirer de scénarios tels que Terminator, une entreprise qui crée une intelligence artificielle d'une part, une mafia qui allait poser quelques soucis et créer le déraillement de cette expérience technologique d'autre part, et des robots d'apparence humaine envoyés depuis le futur pour tenter d'enrayer la situation dans leur passé. À cela, j'ajoute un soupçon de larves extraterrestres venues s'échouer sur Terre, pénétrant le corps des humains, prenant le contrôle de leur esprit et se reproduisant tel un parasite envahissant, prenant ainsi le contrôle de la société humaine dans le but de finir par en faire un casse-croûte géant. À côté de ça, il m'a semblé judicieux de rajouter un soupçon de magie avec d'anciens cultes de sorciers œuvrant dans l'ombre de notre société, tirant les ficelles de nos communautés et se menant quelques batailles ésotériques entre eux. J'avais donc mon concept de jeu de rôle grandeur nature en temps réel, un univers à la One Again, que j'allais pouvoir mélanger au quotidien de mes joueurs, à plus ou moins une centaine de personnes volontaires à qui j'allais pouvoir proposer le projet. Dans un premier temps, nous allions jouer entre nous et donc concentrer notre aventure sur le département qui était le nôtre et sur les départements voisins. À l'époque, il n'y avait que très peu de téléphones portables. Internet fonctionnait encore en 54K, on devait payer la consommation à la minute et il n'y avait pas un ordinateur ou un support connecté dans chaque maison. De ce fait, l'outil principal utilisé pour l'organisation et la dynamisation de cette aventure serait le téléphone fixe, celui que nous avions tous à la maison. Et la technologie la plus éprouvée pour cette première organisation fut mon répondeur domestique. Comme à chaque fois que je lance une expérimentation ludique, surtout à cette époque-là, je ne m'attendais pas du tout aux conséquences de mes actes. Le jeu m'obligea à vivre le combiné de téléphone fixé à l'oreille tous les soirs, tous les week-ends, durant les semaines et les mois qu'allait durer cette première aventure. Alors pour vous donner une idée de ce à quoi cela ressemblait, voici quelques souvenirs et témoignages retrouvés de ces premières expérimentations. J'avais une collègue de travail, nouvellement arrivée au sein de l'équipe, qui, dans un souci sympathique d'intégration, s'était intéressée à mon activité associative. Et elle s'était laissée convaincre de participer à une activité socioludique de ce genre. Plus de 20 ans après, elle ne comprend toujours pas comment elle a pu se laisser embarquer dans cette histoire. Au moment de créer son personnage, elle se retrouve dans le rôle d'une journaliste d'investigation. Elle avait bien 2-3 missions qui lui avaient été données, mais à aucun moment elle ne prit la peine de prendre véritablement au sérieux les quelques pistes que je lui avais données. Et peut-être même qu'avec le temps, elle avait fini par oublier qu'elle s'était inscrite à cette drôle d'activité. Jusqu'au jour où son téléphone sonna et qu'un autre collègue journaliste la contacta en lui expliquant qu'il avait besoin d'aide et de soutien pour une enquête qu'il menait et qu'il aurait bien besoin de sa présence. Incertaine, elle accepta à demi-mot, et ni une ni deux, voilà que ce journaliste venait taper à sa porte.
Il lui expliqua qu'il menait actuellement une enquête sur un groupe d'influence qui pourrait rassembler un certain nombre de personnalités d'importance liées à des services étatiques et à quelques grandes entreprises. Que cela faisait un moment qu'il était sur la piste de ces personnes-là, qu'il aurait bien besoin que quelqu'un l'accompagne, notamment pour mener une planque, une filature, prendre quelques photos, en tentant d'obtenir des informations, des visages qui pourraient lui permettre de prouver l'appartenance de certaines personnes à ce groupuscule occulte. Et voilà qu'elle se retrouve embarquée, non loin d'un parc forestier départemental, à devoir se cacher dans l'obscurité en attendant la venue présumée d'un certain nombre de personnages. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'après plus d'1 heure d'attente, quelques voitures vinrent se garer non loin de là. Elle finit par voir sortir un groupe de personnes qui allaient enfiler de grandes robes noires encapuchonnées, portant des masques blancs et s'enfonçant dans les bois pour réaliser une sorte de cérémonie d'invocation. Elle fut littéralement terrifiée. Elle a bien compris que tout cela, c'était un jeu. Mais tout ça, c'était beaucoup trop pour elle. Elle posa sa démission auprès du journal et sortit du jeu. De mon côté, j'ai eu droit au témoignage des joueurs qui se sont retrouvés dans un lieu tel que celui-ci, à enfiler leur robe de cérémonie pour aller effectuer le rassemblement de sorciers au milieu des bois qu'ils avaient programmé. Même s'il ne s'est rien passé de spécial, car il s'agissait d'une réunion où les joueurs avaient besoin de se rencontrer et d'échanger des informations, la pression et la tension imposées par la mise en scène qu'ils avaient eux-mêmes réalisée en ce lieu avaient créé une sorte de montée d'adrénaline qu'ils avaient du mal à me décrire, mais que je comprenais parfaitement. Il y eut ces joueurs qui se sont rassemblés pour une soirée sur la plage, pique-nique barbecue, comme on en pratique beaucoup, et qui, à peine arrivés sur le parking, se retrouvent avec 3 scooters leur tournant autour et une bande de malfrats dégainant leurs pistolets à eau pour les arroser des pieds à la tête, avant de sortir leurs battes en mousse et de simuler leur passage à tabac. Les gangs mafieux faisaient leur office, le jeu de conquête des territoires que j'avais programmé commençait à faire effet. Il y avait cet autre joueur, scientifique aguerri, qui avait bricolé une machine permettant de détecter les cyborgs d'apparence humaine qui auraient pu infiltrer le cercle de ses amis. Avec le nombre de joueurs de jeux de rôle grandeur nature qu'il fréquentait, il était quasi certain que nombre d'entre eux participaient à l'expérience de jeux de rôle en temps réel. Il n'était donc pas possible de le rencontrer sans auparavant s'être fait scanner de pied en cap. Démasquant l'un d'entre eux, il prit un jour la fuite et refusa de revoir son pote d'ici à la fin de l'aventure. Sachant être une cible de ces robots venus du futur, il souhaitait avant tout préserver son personnage et atteindre ses objectifs, fuyant ainsi son ami et voisin durant de longues semaines. Encore un exemple avec ce joueur qui, en sortant du travail, se retrouve abordé par une bande de Men in Black, l'invitant à monter dans un véhicule et le menant jusqu'à un bâtiment voisin où il fut contraint de rencontrer l'un des représentants des services secrets que nous avions établis au sein de notre univers de jeu. D'ailleurs, je vous raconterai ça dans un autre podcast, mais il s'est avéré que dans les années qui ont suivi, nous fûmes véritablement infiltrés par le ministère de l'Intérieur et nous retrouvâmes malgré nous impliqués dans une histoire de réseau terroriste international dont, franchement, je ne suis pas peu fier de l'issue de cette anecdote, mais il n'est pas encore temps pour moi de vous raconter cela. Bref, vous avez compris que ce jeu avait créé nombre de mises en situation inopinées et inattendues, s'immisçant dans le quotidien des joueurs. Et encore, les 3 premières années ne furent véritablement qu'un échauffement. Dans les années qui suivirent,
Nous avons eu droit à des mises en scène faramineuses, pour lesquelles, croyez-moi, je fais beaucoup d'efforts afin de ne pas vous révéler maintenant la nature. Non, maintenant, je souhaite vous parler de ce que j'ai pu constater dès la fin de ce premier épisode. En effet, apparut un phénomène que je n'ai connu que sur ce format de jeu. Un phénomène que je finis par appeler la parano ludique. Nous n'en étions qu'aux prémices de cette grande aventure, car des jeux tels que celui-ci, j'allais en créer jusqu'en 2012, avec une expérience et des moyens toujours plus importants. Et les joueurs ayant participé à ces aventures me décrivaient cette espèce de parano qu'ils avaient, ne pas savoir qui était en jeu, qui ne l'était pas, de relever des plaques d'immatriculation, de voitures qu'ils soupçonnaient d'être des rivaux les ayant pris en filature. Ça n'était pas une parano déraisonnée, car dans les années qui ont suivi, j'ai vu des joueurs faire des choses, genre installer des caméras. J'ai eu des rapports d'enquêteurs qui ont pris en filature certaines de leurs cibles pendant des jours. Les joueurs vivaient ce sentiment comme une injection de drogue qui les avait rendus littéralement addicts. Alors, on n'en est qu'au début de cette histoire, les règles et les cadres n'étaient pas encore clairement posés sur tous les aspects qui s'avéreront à l'avenir indispensables. Le jeu, pour ce premier épisode, dura 6 longs mois. 6 mois interminables. 6 mois durant lesquels j'avais l'impression, et ça n'était pas qu'une impression, de ne plus avoir de vie à moi. Je n'étais plus qu'un maître de jeu au service de la créature que j'avais enfantée. Lorsque le scénario arriva enfin à son terme, il m'a fallu indubitablement en tirer nombre de leçons. Je ne pouvais plus tolérer un jeu aussi long. Je devais donc gérer la dynamique scénaristique pour qu'elle me permette d'aboutir à un terme plus cadré. Que les joueurs ne sachent pas combien de temps va durer le jeu, c'est une chose. Que moi, je ne le sache pas, c'en est une autre. Pour la seconde partie, organisée l'année suivante, notre territoire s'étendit à l'ensemble de la région PACA. Je réussis à faire tenir le scénario dans un espace-temps de 3 mois. C'était mieux, mais encore beaucoup trop éprouvant et trop long. En 2001, pour le 3e scénario et le dernier de cette série, je réussis à mettre en place ce qui me semblait alors être la bonne formule. S'étendant sur un axe Nice-Marseille-Paris, le jeu dura de 6 à 8 semaines. Cela me semble encore aujourd'hui être la durée idéale pour permettre au jeu de se mettre en place, se développer et s'épanouir. En effet, les premières semaines, les joueurs tâtonnent un peu, hésitent un peu, mais dès qu'ils ont compris comment l'interaction allait les mener d'une mise en scène à l'autre, d'une interaction à l'autre, d'une rencontre à l'autre, d'un scénario, d'un univers à l'autre, alors là, l'aventure prenait toute son ampleur. 8 semaines, cela se découpe ainsi. 2 semaines d'échauffement et de lancement, 3 semaines d'interaction, de connexion, de prise en main de la scénarisation et enfin 3 semaines d'explosion, de mise en scène et d'action pure et simple. Il m'aura donc fallu 3 ans pour réussir à trouver les bons dosages pour cette mixture ludique d'immersion quasi totale dans le quotidien de mes joueurs. Pour réussir à trouver les bons équilibres. Ça tombait bien car, d'une part, j'arrivais au bout de mon parcours associatif et j'allais me lancer dans la vie professionnelle. Et d'autre part, l'univers de jeu que nous avions développé dans le cadre de ces expérimentations ludiques arrivait lui aussi à son terme. Très clairement, j'avais mis de tout dans cet univers imaginaire et c'était parti dans tous les sens. J'ai retrouvé quelques-uns des articles rédigés par les joueurs à ce moment-là, et cela m'a rappelé à quel point tout était littéralement parti en vrille.
La tension entre les groupuscules était montée à un tel point que les joueurs avaient fini par se mener une espèce de guerre d'attentats aux conséquences dramatiques pour notre univers de jeu et pour les joueurs. Des villes entières finirent par être éradiquées dans les 10 derniers jours du jeu. Là où ça devient intéressant, si je puis dire ainsi, c'est qu'en 2001, le 11 septembre, il y a une bande de terroristes qui se sont jetés avec leurs avions sur les tours du World Trade Center. Le monde a été littéralement choqué par cela. Et l'ensemble des ministères de l'Intérieur et des services de renseignement du monde entier se sont alors mis en alerte. Les terroristes avaient franchi un cap. Et nous, pauvres joueurs, à aucun moment, nous nous sommes dit tiens, peut-être que la nature même de ce que nous réalisons à travers ce jeu de rôle grandeur nature en temps réel pourrait être problématique. Alors en vérité, on n'a pas eu de soucis, mais je comprends avec le recul que c'est certainement à ce moment-là que nous avons été repérés par les services de renseignement. En effet, pendant que les vrais terroristes se jetaient avec leurs avions sur les bâtiments, on avait des joueurs qui se laissaient des messages sur leur répondeur et par SMS en se disant des trucs du genre « On prépare un attentat sur telle entreprise ou tel bâtiment. Tiens Simba, j'aimerais bien que tu me valides l'assemblage de ma bombe car nous souhaiterions faire sauter une voiture à Sophia Antipolis. » À ce moment-là, Internet était quand même beaucoup plus présent déjà. Les joueurs s'échangeaient des mails, nous avions des blogs qui étaient réservés à certains groupuscules, certaines organisations d'activistes de notre univers imaginaire. On ne voyait pas où était le problème, si ce n'est qu'en fait, à l'époque, il y avait déjà des systèmes d'alerte automatisés qui s'activaient quand on prononçait des mots du type attentat, bombe, ou quand on les écrivait, quand on les partageait de manière insistante comme nous le faisions. Nous n'étions alors qu'une bande de joyeux lurons, rien n'était dangereux dans ce que nous faisions et aucun d'entre nous, à ce moment-là, n'avait le profil pour inquiéter les services de renseignement. Et je dis bien à ce moment-là, car dans les années qui ont suivi, nous avons eu quelques surprises. Mais ces histoires-là, je les réserve pour le podcast suivant. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast narrant la naissance de ce format de jeu de rôle grandeur nature tout particulier, qu'à ce moment-là on appelait donc temps réel, mais qui portera plus tard le nom de jeu en réalité alternée. Si vous avez été joueur ou si vous voulez nous témoigner vos impressions quant à cette première narration, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, nous les lirons avec attention. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le liker, à le partager. Et si vous voulez écouter la suite de cette histoire, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines publications. Dans les prochains podcasts, je vous narrerai de quelle façon ce format de jeu s'est professionnalisé et quels ont été les scénarios, les histoires et les anecdotes remarquables que j'ai eu la chance de vivre entre 2007 et 2012. Mesdames et messieurs, acceptez mes plus ludiques salutations et rendez-vous dans le prochain podcast pour de nouvelles aventures immersives en grandeur nature.